Alors, il me fait vraiment plaisir d'accueillir Anne-Marie Roy, nutritionniste à la clinique Renversante, qui vient nous entretenir de la santé de nos os. Anne-Marie va pouvoir nous entretenir de qu'est-ce qu'on peut, au niveau de l'alimentation, au niveau du mode de vie, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des os solides. Alors, Anne-Marie Roy, je vais essayer de vous la présenter, là, elle est nutritionniste diplômée de l'Université Laval. Alors, elle prône l'alimentation à base de végétaux depuis 30 ans. Rien de moins. Elle a initié plusieurs mouvements, que ce soit les lundis sans viande, le côté franco-canadien, que ce soit, ensuite de ça, elle a initié Qui est végé. Elle a initié également une coalition qui s'appelait Pour des cours de nutrition et d'alimentation à l'école. Je te dis qu'on y tient à ça. On n'a pas fini d'œuvrer de ce côté-là. Et elle a aussi cofondé l'Association végétarienne de Montréal et l'APSAV, l'Association des professionnels de santé en alimentation végétale. Elle est co-auteure d'un livre, Végétarien mais pas légumes, chroniqueuse, conférencière, consultante, mais en ce moment, depuis quelques années, ce qu'elle fait de façon magistrale, c'est sa clinique renversante qu'elle a initiée, qu'elle a fondée, un programme de 9 semaines qui vous permet vraiment d'avancer dans le monde végétal avec beaucoup de confiance et d'apprendre. Je trouve que c'est une initiative formidable. Et bien sûr, Anne-Marie est avec nous depuis plusieurs années à l'Expo, conférencière, exposante, collaboratrice, précieuse collaboratrice. Alors, sa mission rejoint la mission de l'Expo aussi. C'est vraiment de démontrer qu'avec une alimentation végétale, parce que même si on en parle depuis 40, 50 ans, il faut répéter tout le temps, amener les informations aux gens, qu'avec cette alimentation-là, on peut être en santé, on peut même renverser certains désordres, n'est-ce pas, Anne-Marie, que ce soit le diabète de type 2, l'hypertension, l'hypercholestérolémie, l'obésité, bien sûr. Alors, bonjour Anne-Marie. Bonjour René. Et on peut même renverser les problèmes environnementaux en plus. Ah ben oui. Bien, on en parle de plus en plus avec le dernier rapport du GIEC que notre mode alimentaire peut faire une grande différence, non seulement pour l'individu, mais pour la société. Alors donc, Anne-Marie, je te laisse nous expliquer comment notre fourchette, notre mode de vie. Je vais te poser des questions de temps en temps. Allons-y. Oui, parce que on n'est pas fait à l'os. Il y a quelque chose à faire pour nos os. Alors, je vais vous partager ma présentation afin de pouvoir voir des belles images. Alors, nous allons parler de l'importance des végétaux pour la santé des os. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais ça qu'on regarde quelques chiffres ensemble. René, tu as exposé un peu comment les problèmes d'ostéoporose sont de plus en plus fréquents à cause du vieillissement de la population. Mais lorsqu'on regarde les chiffres, c'est assez impressionnant. Il y a une femme sur 3 qui va avoir une fracture ostéoporotique dans sa vie. Un peu moins des hommes, hein, c'est un homme sur 5. Donc, les femmes sont un peu plus exposées aux fractures que les hommes. Et il y a un coût à cette situation-là. On dit qu'au Canada, c'est 1,9 milliard qui est dépensé pour traiter autant l'ostéoporose et les fractures. Et ça demande plus de soins hospitaliers de traiter l'ostéoporose que de traiter les AVC, le diabète, les infarctus. Donc, c'est quand même un coût important. On n'en parle pas suffisamment, je trouve. Et il y a beaucoup de décès. Ça s'est amélioré, hein, René. Je ne sais pas si à l'époque, hein, je me souviens quand j'ai étudié l'alimentation à l'université il y a plus de 30 ans, le taux de décès était beaucoup plus grand. Là, on est rendu à 25 à 30 de décès suite à une fracture de la hanche, par exemple. Mais c'est quand même très élevé. C'est énorme. C'est énorme. Et ça, c'est beaucoup toutes les conséquences suite à le fait d'être alité très longtemps. Ça nous expose à plus de risques de caillots, des phlébites, des embolies pulmonaires. Ça affaiblit beaucoup les personnes. Tout à fait, tout à fait. Et il faut le dire qu'il y a à peu près 17 des gens qui font des fractures de la hanche qui vont se retrouver dans des résidences de soins de longue durée. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a
veut pas. Donc, il y a plusieurs questions du public qui ont posé, qui se demandaient, est-ce qu'on peut prévenir ou du moins ralentir le processus d'ostéoporose? Oui, on s'inquiète parce qu'il y en a qui sont, tu sais, dans le début de la cinquantaine et qui ont des diagnostics. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ralentir une situation? Exactement. Bon, jusqu'à l'âge de 30 ans, on forme nos os. Donc, la masse osseuse se forme jusqu'à l'âge de 30 ans. Et à partir de 30 ans, ben, c'est notre mode de vie qui va déterminer si on va conserver nos os ou on va les perdre, ou on va perdre de la porosité. On va faire de la porosité. On va favoriser. Exactement. Et là, je ne sais pas si nos participants au webinaire le savent, mais les os, c'est constamment en train de se remodeler. On a 2 types de cellules dans nos os. On a ce qu'on appelle les ostéoblastes et les ostéoclastes. Et ils ont vraiment chacun leur fonction. Les ostéoblastes, ce sont des cellules qui vont former de l'os. Moi, j'essaie pour m'en souvenir, là, quand c'est blast, B pour bébé. Alors, moi, c'est comme ça que je me rappelle, là. Donc, les ostéoblastes, parce qu'on va en parler souvent pendant la présentation. Donc, les ostéoblastes, c'est pour former de l'os et les ostéoclastes vont détruire de l'os. Donc, c'est comme ça qu'on renouvelle nos os. On détruit de l'os et après ça, on reforme les os. Donc, on est constamment en train de remodeler nos os. Alors, je vais vous partager une petite question sondage. Alors, après combien d'années nos os se renouvellent complètement? Est-ce que c'est après 1 an, après 5 ans, 10 ans ou 20 ans? C'est pas inerte, là. Hein? Un os, c'est très vivant. Donc, ça bouge tout le temps. Et on va voir que, dans le fond, ce qui fait qu'on prévient l'ostéoporose, c'est quand on active davantage nos ostéoblastes et qu'on s'organise pour inhiber un peu les ostéoclastes. Alors, on va mettre fin au sondage. Je vous partage les résultats. Alors, la plupart pensent que c'est après 5 ans que nos os sont complètement renouvelés. La réponse, c'est après 10 ans. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, à chaque 10 ans, nos os sont renouvelés. Donc, d'après notre alimentation et notre mode de vie, c'est ce qui va faire qu'on va aider à réduire ou à ralentir le processus de vieillissement de l'os. Donc, il y a des facteurs qui sont non modifiables. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer au niveau de la santé de nos os. Si on a une histoire familiale d'ostéoporose, c'est sûr qu'on s'expose plus, mais ça, on ne peut pas changer notre histoire familiale. Les femmes sont un peu plus à risque que les hommes de faire de l'ostéoporose, surtout en prenant de l'âge. La ménopause nous expose davantage parce que les estrogènes nous permettent de se protéger. Donc, quand on arrête de produire des estrogènes, bien, on n'est plus à risque d'ostéoporose. Les femmes qui ont une très petite ossature, les femmes qui sont très minces, sont plus exposées aussi à l'ostéoporose. La prise de médicaments aussi favorise l'ostéoporose, ainsi que différentes conditions de santé. Les gens qui font de la maladie cœliaque, par exemple, sont plus exposés. Les personnes qui font de l'arthrite rhumatoïde et compagnie. Il y a eu quelques questions par rapport au végétalisme dans notre... Oui, parce que depuis qu'on est petit, on se fait dire que pour le calcium, les produits laitiers, c'est très important. Alors, si je veux opter pour une alimentation végétale, alors comment est-ce que ça va être, est-ce que c'est possible malgré le problème de l'ostéoporose et le remplacement de la protéine animale par une protéine végétale? Ouais. Est-ce que ça peut être possible d'aller chercher tout le calcium que j'ai besoin? Ça, c'est beaucoup, on va beaucoup discuter de ce sujet-là. Là, on va en parler tantôt des sources de calcium. Mais je voulais
vous partager, parce que ça s'est parlé là, dans les derniers mois, il y a eu une très grosse étude prospective avec le Epic Oxford Study. Et ça s'est dit dans les médias, puis je veux vraiment rassurer les femmes, entre autres, que l'alimentation végétale n'augmente pas tant les risques de faire de l'ostéoporose, parce que dans cette étude-là, il démontrait justement qu'il y a certaines personnes végétaliennes qui avaient plus d'ostéoporose. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est les femmes qui étaient très minces. Et l'alimentation végétale fait en sorte qu'on est plus mince. Mais à poids égal, les végétaliennes n'ont pas plus de risque d'ostéoporose. Donc, c'est pour ça que le poids est quand même un élément déterminant. Il ne faut pas être trop mince si on veut prévenir l'ostéoporose. Alors, c'est un avantage, là, le végétalisme au niveau du poids, mais il ne faut pas s'organiser pour être trop mince. D'accord. Alors, c'est pour ça, nous, on est bien en chair. Hein? On se tient bien en chair, René et moi, pour être sûr que nos os sont encore solides. Et les femmes aussi, dans cette étude-là, qui ne mangeaient pas assez de calcium et de protéines, s'exposaient plus à des problèmes d'ostéoporose. Donc, si on a un poids normal et qu'on mange suffisamment de calcium et de protéines, on n'est pas plus à risque que les omnivores. Alors ça, c'était quand même important de préciser. Il y a un si très important, c'est si je mange les bonnes sources. Oui, et c'est ça, on va beaucoup se concentrer là-dessus aujourd'hui. C'est quoi nos sources de calcium? Parce que, heureusement, il y a des facteurs qui sont modifiables, qui sont sous notre contrôle. Alors, il y a des choses qu'on peut améliorer pour garder une bonne santé osseuse en vieillissant. Et ça va être la nutrition, parce qu'on peut choisir ce qu'on mange. Alors, il y a beaucoup de déficiences alimentaires qui peuvent mener vers l'ostéoporose, bien sûr, déficiences en calcium et en d'autres minéraux. Certaines vitamines sont bien importantes pour les os. On va parler tantôt de protéines, d'antioxydants, de fibres. Tout ça est important pour avoir des os solides. Il y a des excès alimentaires qui peuvent favoriser la perte osseuse, trop de boissons gazeuses, trop de sel. Ça, c'est reconnu. Et le mode de vie aussi va avoir un impact important sur la santé de nos os. Fumer, prendre trop d'alcool et le manque d'exercice. Et ça, c'est un élément important. Alors, on va en parler. Je voulais juste préciser, bon, l'exercice est vraiment un facteur prioritaire pour la santé de nos os. Et on ne le dit pas assez, mais les muscles et les os grandissent ensemble. Alors, si nos muscles s'atrophient, nos os aussi vont s'atrophier. Alors, c'est pour ça que c'est important. On dit souvent « use it or lose it ». Donc, il faut utiliser nos muscles pour ne pas perdre nos os. C'est réjouissant aussi, l'exercice, parce qu'on ait parlé de la santé mentale, de toutes les formes de santé, l'exercice est tout le temps prioritaire. Tout à fait. La marche. Hein? Lorsqu'on marche, on met du poids sur nos os. Oui. Alors, c'est pour ça qu'on va discuter de ça, parce qu'il y a quelques personnes qui nous ont posé en question en avance. Est-ce que c'est important de faire des exercices qui demandent de la résistance? Alors, il y a 3 types d'exercices, idéalement, qu'on devrait inclure à notre mode de vie pour mettre de la pression sur nos os. C'est rare, on n'aime pas ça, se mettre de la pression, là. Mais dans le cas des os, il faut mettre de la pression. Tu le disais, René, quand on marche, on met de la pression sur l'os, c'est ce qui fait que ça active les ostéoblastes, donc ça active la formation de l'os. Donc, il faut avoir des exercices entre 30 et 60 minutes par jour, des exercices avec impact. On parlait de la marche, du jogging, n'importe quoi qui demande un certain impact. Des exercices de balance, on n'en parle pas suffisamment, mais si on est capable de ne pas tomber, parce que c'est souvent ça qui amène des fractures. Alors, si on a des exercices qui font en sorte qu'on a un meilleur équilibre, bien, on risque moins d'avoir des problèmes de fractures. Au Japon, par exemple, ils font beaucoup du tai chi et ça les aide beaucoup justement à moins tomber. Ils ont moins de glace aussi au Japon, donc nous, on tombe plus l'hiver. Donc, c'est important là, d'être bien en équilibre. Moi, ce que je fais de temps en temps, c'est quand je me brosse les dents, je me brosse les dents sur un seul pied pour justement forcer à
mes muscles de l'équilibre. Alors, c'est toujours une bonne chose de faire des exercices de balance et des exercices de renforcement musculaire. Il faut faire des poids. Et c'est important, ça. Parce que quand nos muscles sont plus forts, nos os sont plus forts. Alors, il faut intégrer des exercices de musculation à notre mode de vie. Donc là, on va voir est-ce que les gens qui suivent le webinaire actuellement en font des exercices de renforcement musculaire. Donc, on va leur demander, étant donné qu'on ne peut pas les entendre, on va leur poser des questions. Alors, je serais curieuse de voir parmi nos auditeurs qui fait de la musculation. Est-ce qu'il y en a qui en font quelques fois par semaine, tous les jours ou jamais? Alors, c'est intéressant de voir ça, là. Moi, c'est récent, hein? J'ai commencé à en faire un peu de la musculation. René, je ne sais pas, toi, si tu en fais un peu? Oui, j'en fais parce qu'on fait des tabateurs. J'ai fait des tabateurs, tu sais, une sorte de danse rapide et avec des poids dans les mains. OK, super. Alors, c'est anodin, c'est pas grand-chose, mais je sens qu'il y a des poids, donc les muscles travaillent plus. Excellent. Et lorsqu'on marche, on peut en mettre aussi des poids au poignet. Oui. Moins l'hiver parce qu'on risque Non, plus pas de l'hiver. tomber, mais effectivement, c'est une bonne idée. Alors, quand même, hein, il y a la moitié de nos auditeurs qui font de la musculation quelques fois par semaine. Excellent. Quelques fois par semaine, c'est suffisant pour justement avoir une bonne masse musculaire. Alors, on a quand même 39 qui n'en font pas. Fait que si ça peut les stimuler à en faire, tant mieux. Maintenant, donc, il y en a quelques-uns qui nous ont posé la question, est-ce qu'on peut arriver à aller chercher suffisamment de calcium sans produits laitiers? Oui, c'est important. Parce que, ben oui, puis on s'est fait beaucoup dire depuis plusieurs années que les produits laitiers étaient la source principale de calcium. Alors oui, c'est vrai, hein? Il y a du calcium dans les produits laitiers, mais ce qu'on va discuter aujourd'hui, c'est qu'il y en a aussi ailleurs. Et je voulais vraiment vous faire remarquer que notre nouveau guide alimentaire canadien, probablement que plusieurs le connaissent déjà, mais il y a eu des grosses transformations et on a retiré le groupe produits laitiers du guide alimentaire canadien. Justement parce que les chercheurs se sont rendus compte que ce n'est pas un groupe qui est essentiel pour avoir des os solides. Donc, on va discuter aujourd'hui comment faire pour aller chercher du calcium si on ne prend pas de produits laitiers. Donc, quelles sont nos sources de calcium? Alors, c'est sûr que cette diapo-là, il faut essayer de s'en souvenir le plus possible. Alors, les besoins en calcium dans une journée, selon Santé Canada, c'est 1000 mg. Et on dit qu'à partir de 70 ans et plus, c'est 1200 pour les femmes en particulier, si on veut prévenir l'ostéoporose. Là, j'ai fait 3 catégories, juste pour faciliter la mémoire, là. Donc, j'ai mis ce qui contient 300 mg. Donc, si on prend 3 portions dans ces aliments-là, ben, on est très, très proche du 1000. Le chou kale, on en parle beaucoup, hein? Le chou kale, c'est un légume qui pousse très bien au Québec. Le chou bok choy et le chou collard. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça. René, est-ce que tu manges de ça des fois? Ça pousse très bien dans nos jardins. Oui, donc c'est des grandes feuilles vertes, là, très plates. On peut même faire des rouleaux avec ça. Donc, la famille des choux, certains choux comme le kale, le bok choy et le collard, pour une tasse cuite, va nous apporter 300 mg. Il y a les boissons végétales ou le lait végétal enrichi en a 300 aussi. Le tofu, 100 g de tofu va contenir 300 mg. Et là, c'est important ici, lorsqu'on fait un choix à l'épicerie pour notre tofu, je veux attirer votre attention sur le fait que certains tofus ont plus de calcium que d'autres. Selon le coagulant utilisé. Exact, parce que du tofu, c'est le fromage du lait de soya. Donc, on met un coagulant et ça fait le tofu.
bon, vous voyez ici la marque Orium, par exemple, leur tofu est fait avec de la fève de soya et ils ont utilisé comme coagulant le sulfate de calcium. Et c'est ce qui fait que un 100 grammes de tofu apporte 35 de nos besoins, donc le tiers de nos besoins. Donc, on est autour de 300, justement. La Soyerie qui fait un super bon tofu, là, c'est très, très, très bon, mais eux autres utilisent plutôt du chlorure de magnésium comme coagulant. Alors, c'est ce qui fait que ça couvre seulement 7 des besoins en calcium. Donc, évidemment, il va y avoir plus de magnésium dans celui-là. Donc, c'est très, très bon aussi d'avoir du magnésium. Mais si notre objectif, c'est d'aller atteindre notre 1000 mg de calcium, bien, on peut, à ce moment-là, diriger nos choix en fonction de ça. Autre bonne source, les edamame. Une tasse d'edamame à 300 mg. Les graines de sésame non décortiquées, ainsi que les graines de chia. Pour un quart de tasse, c'est 300 mg. Et le beurre de sésame. On a maintenant du beurre de sésame entier sur le marché. Je ne sais pas si tu as déjà goûté à ça, René. Oui, bien sûr. Le tahini. Il y en a, tu sais, je veux dire, il y a 40 ans, il y en avait. Tu avais le tahini, puis il y avait le beurre entier. C'est ça. Alors, le beurre entier est plus foncé, et puis le tahini est très pâle. Oui, parce que pour le faire, le tahini, on enlève la petite écorce. On perd un peu de calcium. Mais si on veut avoir le maximum de calcium, on va chercher un beurre de sésame entier. C'est quand même peu de compagnies qui en font, mais c'est quand même très, très possible d'en Je reviendrai sur le lait végétal, Anne-Marie, dans le sens que celui qui est enrichi, corrige-moi si je fais une erreur, mais je pense que c'est que le lait de soya naturel. Non. La plupart des laits végétaux sont enrichis. La plupart. Tu veux dire même avoine, riz? Oui. Donc, mais il faut vraiment vérifier, mais oui, la plupart des laits végétaux ont été enrichis avec du calcium. Oui. 200 mg maintenant, ce qui est quand même une excellente source, les haricots blancs. Les autres haricots en contiennent aussi, mais les blancs un peu plus que les autres. Le tempeh, 150 g et une cuillère à table de mélasse. Donc, des fois, ça peut être intéressant, la mélasse, mettons, dans une marinade, d'en mettre un petit peu sur des galettes de sarrasin. Donc, la mélasse est quand même une source intéressante de calcium. Il y a d'autres sources. Le brocoli contient du calcium, pas autant que le kale, bizarrement. Même les courges, les patates douces, les graines de lin, il y en a moins que les graines de sésame, mais il y en a. Les haricots, comme je disais, les haricots blancs non plus, mais les haricots rouges en ont aussi, entre 50 et 100 mg. Donc, vous voyez quand même, il y a plusieurs bonnes sources de calcium dans l'alimentation végétale. Il y a quelques personnes qui s'inquiétaient de l'absorption du calcium. Oui, ça compte aussi. Oui. Alors, ils se demandaient comment savoir si les aliments que je mange, le calcium est bien absorbé. Si on regarde, dans le fond, le lait, parce que Santé Canada, quand ils ont déterminé que nos besoins étaient 1000 mg, c'est qu'ils considèrent qu'il y a 30 du calcium qui s'absorbe. Parce qu'on a pris le lait. Le calcium du lait s'absorbe à 30 Mais je voulais vous faire remarquer que le calcium des choux s'absorbe beaucoup mieux que le calcium du lait, bizarrement. Donc, pratiquement le double. Alors, c'est quand même intéressant. Il y a peut-être un peu moins de calcium dans le kale, par exemple, mais le fait que ça s'assimile 2 fois mieux, c'est ça qui fait qu'une tasse de kale cuit a autant de calcium absorbé qu'une tasse de lait. Mais je veux attirer votre attention sur les épinards. C'est une très bonne source de calcium, les épinards, sauf que le taux d'absorption est très faible, à 5 C'est à cause du contenu en acide oxalique, des oxalates qui viennent diminuer. Mais les épinards, c'est super bon pour la santé. Il y a plein de folates, il y a de la lutéine pour vos yeux, plein de bénéfices. Mais ce n'est pas une source exceptionnelle de calcium. C'est quand même très varié, là. Bien oui. Bon, les fameux suppléments. Il y a eu plusieurs questions, hein, René, par rapport à ça. Oui. Les personnes se demandaient, est-ce que c'est nécessaire de prendre des suppléments de calcium? Alors, c'est important, là, vous avez vu, hein, vous connaissez vos sources de calcium maintenant. Alors, si votre alimentation ne comprend pas ces aliments-là, moi, ma première
recommandation, c'est d'en incorporer davantage. Mais s'il y en a qui sont incapables d'atteindre le 1000 ou 1200, bien là, à ce moment-là, ça pourrait être intéressant de supplémenter. Mais ce n'est pas absolument nécessaire. Et il faut faire quand même attention parce que si on prend des suppléments de calcium qui sont très hauts en calcium, c'est-à-dire des 500 mg et plus, c'est que le calcium est impliqué dans la coagulation. Et en excès, ça peut favoriser justement la formation de caillots et de calcification vasculaire. Donc, c'est pour ça que la plupart des études que j'ai lues, là, ils disent privilégions le calcium des aliments et non pas des suppléments. Les suppléments, c'est que nécessaire quand on voit qu'on n'arrive pas à atteindre les besoins en calcium. Donc, ce n'est pas nécessaire d'en prendre. C'est clair. Là, il y a des gens qui se demandaient, est-ce qu'il y a d'autres aliments qui aident? Est-ce qu'il y a d'autres... oui, le calcium aide, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments? Rapidement, hein, la vitamine D, on sait là, que c'est excessivement important pour absorber le calcium. Donc, on prend 15 à 30 minutes de soleil pendant l'année et pendant l'hiver, on prend un supplément de vitamine D pour remplacer le soleil. Les protéines sont super importantes aussi parce que les protéines font le collagène des os et c'est pour ça que moi, j'insiste beaucoup sur l'idée de rajouter des légumineuses régulièrement à son alimentation quotidienne. Ils ont plein d'autres avantages, mais c'est très, très important pour les os. La vitamine K se parle beaucoup, hein, la vitamine K qui, elle, va aider le calcium qui est absorbé à se rendre dans les os. Les légumes verts sont remplis de vitamine K, c'est de la K1. Et normalement, lorsqu'on a un bon microbiote, le microbiote va être capable de convertir la K1 en K2. Et la K2 est importante pour les os. Donc, d'où l'importance d'avoir un microbiote. On va en parler tantôt. Il y a des questions aussi concernant soit l'eau minérale ou les minéraux dans l'eau ou l'eau minérale. Tu sais, parce que tu as parlé des boissons gazeuses, mais est-ce que l'eau minérale rentre là-dedans? Oui, mais on ne compte pas tant sur l'eau pour aller chercher du calcium. C'est beaucoup plus les aliments. Surtout qu'on veut un calcium. Le calcium des végétaux est un calcium, justement, qui est plus assimilable. Alors, beaucoup de légumes verts pour vos os, c'est très important. Il y a d'autres éléments nutritifs là, importants pour la formation de l'os, le magnésium, le potassium, la vitamine C, le manganèse. Et tous ces aliments, ces nutriments-là sont présents dans les végétaux entiers. Fait que ça revient toujours au même. De façon générale, il y a eu beaucoup d'études qui ont démontré que la consommation de fruits et légumes est associée à une bonne santé osseuse. Même Dr. Béliveau en avait parlé dans le Journal de Montréal. Donc, plus on mange de fruits et légumes, plus on risque d'avoir des os solides en vieillissant. Pourquoi? Entre autres, parce qu'il y a des antioxydants et on a beaucoup d'études qui démontrent que plus on mange d'antioxydants, plus on protège notre santé osseuse. Donc, ça, c'est intéressant. Et certains phytonutriments qui sont présents dans nos plantes, comme les polyphénols, les flavonoïdes, le resveratrol dans les raisins, permettent justement d'activer les ostéoblastes et de désactiver les ostéoclastes. Donc, c'est ce qui fait qu'on diminue nos risques de fractures. Mais ça, on en parle rarement, que les fruits et légumes en général sont bénéfiques pour les os. Dans le descriptif de la présentation, on avait parlé d'inflammation. Et je pense qu'il y a quelques personnes qui se posaient la question, mais c'est quoi le lien entre l'inflammation et la santé des os? La santé osseuse, oui. Et je peux vous dire que moi, ça fait plusieurs années, j'avais assisté à une conférence en Californie d'un spécialiste justement des os. Et dans sa conférence, il nous parlait de l'impact négatif de l'inflammation. Puis là, je disais, ah oui, il y a un lien. Et là, ça m'a amené à faire beaucoup de recherches. Et effectivement, hein, on a beaucoup d'études qui démontrent qu'il y a un impact négatif de l'inflammation sur les os. Alors ici, vous voyez, c'en est une étude, l'effet de l'inflammation sur les os. Alors, dans la conclusion, ils disent, il est clair que l'inflammation favorise la résorption osseuse. Donc là, on pourrait faire une conférence juste sur l'inflammation. Comment éviter l'inflammation? Exact. Donc, moi, je veux juste vous rappeler que, de façon générale, avoir un surplus de poids favorise l'inflammation. Les produits de source animale, les protéines animales, le gras animal
est plus associé à l'inflammation et les aliments transformés, les sucreries, les fritures, les grains raffinés sont plus associés à l'inflammation. Et les végétaux non transformés sont plutôt associés à une diminution de l'inflammation. Alors, les fruits, les légumes, il y en a certains plus en particulier, mais il reste que l'ensemble des végétaux, vous voyez les légumineuses qui reviennent ici, les noix, les grains entiers réduisent l'inflammation. Hein? Il y a bien des gens qui pensent que les grains ne sont pas bons, mais au contraire, sont très bénéfiques. Plusieurs épices, dont le curcuma, je pense que ça, vous êtes conscient de ça, les champignons, le cacao, le thé, et les aliments fermentés, on va en parler aussi tantôt. Juste petite mention comme ça, que les études démontrent que la variété des végétaux est d'autant plus importante que la quantité pour réduire l'inflammation. Donc, ça, c'est un élément hyper important, puis moi, j'en parle beaucoup. Ce n'est pas tant de manger des fruits et légumes, mais aussi, il faut les varier. Plus on a de variété, mieux c'est pour nos os, et on va voir que c'est mieux aussi pour le microbiote. Justement, parlons-en du microbiote. Ça aussi, il y a d'autres personnes qui se disaient, bien voyons, pourquoi qu'elle parle du microbiote? Là, on est dans la santé des os. Bien, imaginez-vous donc qu'il y a un lien entre les deux. Oui, il faut savoir que le microbiote, on y revient toujours. Quand on parle de n'importe quel problème de santé, le microbiote. Exact, tu as tellement raison, René. Puis c'est drôle parce que moi, j'ai donné une formation spécifique là, sur la santé des os. Aujourd'hui, je fais vraiment un survol. Mais quand j'ai préparé ma présentation, je dis, bon, on va aller voir tout d'un coup que le microbiote sera en lien avec les os. Et j'ai tombé sur des tonnes d'études qui montraient un lien direct entre la santé du microbiote et les os. Bon, je voulais vous en montrer quelques-unes, là, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Vous voyez ici, là, dans cette étude-là, on dit qu'une dysbiose, un déséquilibre de notre microbiote mène vers la résorption osseuse, alors qu'un équilibre va amener vers une homéostasie au niveau des os. Donc, lorsqu'on a beaucoup de fibres, beaucoup de prébiotiques dans notre alimentation, ça permet la santé de notre microbiote, ça permet d'avoir une belle couche de mucus, ça permet d'avoir des jonctions entre les cellules de l'intestin bien serrées. Mais lorsqu'on a un déséquilibre, lorsqu'on ne mange pas assez de fibres, pas assez de végétaux entiers, ça crée un affaiblissement du mucus et ça crée de l'espace entre les cellules de l'intestin. Et là, il y a des fois des toxines, des molécules mal digérées qui risquent de passer à travers et activer les ostéoclastes et de désactiver les ostéoblastes. Donc, c'est ce qui fait qu'à long terme, on affecte notre santé osseuse. Et là, il y a des études qui sont sorties, entre autres, sur les aliments fermentés. Et ça, c'est une étude récente qui a été menée d'ailleurs par un chercheur réputé qui s'appelle Christopher Gardner. Lui, là, c'est un des chercheurs les plus reconnus là, sur l'alimentation. Et leur étude, c'était de vérifier est-ce que les aliments fermentés aidaient au niveau du microbiote et de l'inflammation. Et définitivement, leur étude a démontré que si on mange plusieurs portions par jour, on augmente la biodiversité, oui, la diversité des bactéries dans notre microbiote et ça diminue l'inflammation. Alors, la présence d'aliments fermentés est très, très, très importante. Alors, quand on parle d'aliments fermentés, on parle d'aliments lactofermentés, dont la choucroute, dont le kimchi, dont le yogourt végétal, le kéfir, le kombucha, le miso. Donc, il y en a beaucoup là, d'aliments fermentés sur le marché. Et quand on parle de yogourt végétal, on a parlé un petit peu, René, en préparation de notre webinaire. Et j'expliquais que moi, je faisais mon propre yogourt à la maison. Toi, René, as-tu déjà fait ton yogourt? Je l'ai fait il y a longtemps, là. Mm-hmm. Et, dernièrement, j'encourage les entreprises qui en font du yogourt végétal. OK. Mais moi, je trouve que le meilleur, c'est celui qu'on fait maison. Et moi, ce que je fais, là, c'est que je prends le lait de soya Eden Soy,
qui contient 12 grammes de protéines, donc ça nous fait des protéines en même temps. Et c'est le lait qui fonctionne le mieux là, pour faire du yogourt. Après ça, on met des ferments dans notre lait. Puis il y a plusieurs compagnies qui en font. Puis il y a Révolution Fermentation là, qui viennent justement de sortir leur capsule pour faire du yogourt végétal. Donc, on a juste à mettre notre ferment dans le yogourt, de mettre ça à une faible température là, et en fermentant, ça fait du yogourt. C'est vraiment, il n'y a pas aucun yogourt sur le marché qui accote le goût de ce yogourt-là. Fait que je vous incite à l'essayer pour, je pense que vous allez l'adopter. On va l'essayer, c'est certain. Super. Alors, je suis curieuse de savoir, parmi nos auditeurs, il y en a combien qui mangent des aliments fermentés? Alors, je vous partage le sondage. Alors, parmi ces aliments fermentés-là, lesquels vous consommez régulièrement? Est-ce que vous consommez des lactofermentations régulièrement, du yogourt végétal, du miso, kombucha, du kéfir ou autres aliments fermentés? Quand même. Oui, on a tellement de choix maintenant à l'épicerie là, sur les aliments fermentés. Il y a un engouement là, en ce moment. Tout à fait, tout à fait. Alors, je vais mettre fin au sondage. Quand même, c'est bien, hein? Il y a quasiment la moitié des auditeurs qui mangent des lactofermentations. Bravo, bravo. Il y a du yogourt végétal qui se consomme, du miso, kombucha. Très bien. Alors, idéalement, hein, tous les jours, des aliments lactofermentés, même plusieurs portions. On s'assure à ce moment-là d'avoir une belle diversité de bactéries. Donc, je pense qu'il est quelle heure? Là? Il est déjà 12h43. Je ne sais pas s'il y a des questions qui ont été posées pendant la présentation. Il y avait, on se demande aussi si j'ai l'ostéoporose et que je mets tout ça en application, est-ce que ça peut m'aider? Bien sûr, bien sûr. Si on veut vraiment préserver la santé de nos os, en mangeant des beaux végétaux, s'assurer d'avoir des bonnes sources de calcium, notre vitamine D, notre vitamine K. En passant, la vitamine K, si on sent que notre microbiote, si on pense que notre microbiote est mal équilibré, ça peut être une bonne idée de prendre des suppléments de vitamine K2, surtout quand on est à risque d'ostéoporose. C'est une bonne chose. Mais d'ajouter aussi le sport, le renforcement musculaire, une saine alimentation avec l'activité sportive, c'est la combinaison idéale pour préserver nos os en vieillissant. Absolument. J'ai lu des documentaires, des essais là-dessus, là, où on donne des exemples de combien l'os peut se renforcer. Donc, il ne faut pas désespérer, il faut vraiment y aller. Notre apport en calcium, ensuite l'exercice par-dessus. Tout à fait, tout à fait. Il y a des questions ici. Je vais regarder. Parlez-nous des médicaments qui aident le calcium à se fixer aux os. Mais ça, les médicaments, on essaie de l'éviter, mais je sais les effets secondaires. C'est ça, il y a souvent des effets secondaires. Aussi, c'est que là, on active beaucoup les ostéoblastes sans activer les ostéoclastes. Puis là, on fait juste former de l'os, on ne détruit plus de l'os. Puis là, il y a peut-être des risques de fractures. En tout cas, je suis moins experte dans les conséquences de toutes les variétés de médicaments. Moi, je me suis plus concentrée sur quoi manger pour ne pas avoir besoin de prendre de médicaments. Voilà, parce que j'en connais des gens qui en prennent des médicaments, puis il y a des effets secondaires indésirables. Oui, c'est ça. Alors, aussi bien. On le sait, hein, mieux vaut les éviter, les médicaments. Donc, notre but, c'est d'éviter l'ostéoporose parce que les médicaments, on ne les donne que lorsqu'on est pris avec des problèmes d'ostéoporose. Si on n'a pas d'ostéoporose, si nos os sont très solides, le médecin ne nous prescrira pas de médicaments. De toute façon, on veut mettre en application parce que quand vous axez sur manger des bonnes sources de calcium, faire de l'exercice, vous allez aider vos os, vous allez aider tous vos systèmes. C'est extraordinaire. Vous allez avoir aussi je ne sais pas, une approche de la vie qui est plus joyeuse.
Exactement. Donc, mais c'est bien ce que tu disais tantôt, René. Tu sais, le fait d'avoir un bon microbiote, ça aide au niveau des os, mais ça aide à toutes sortes de niveaux. Mais c'est la même chose. Si vous prenez soin de mettre des végétaux non transformés, vos os vont être meilleurs, mais votre santé cardiovasculaire, votre cerveau va être meilleur. Donc, Performant, oui. l'alimentation végétale, c'est la solution pour être en bonne santé et pour aider la planète aussi. C'est incontournable. Un incontournable. Et toi, tu es incontournable aussi. Merci beaucoup. Merci grandement, Anne-Marie. Si on veut contacter Anne-Marie pour la clinique renversante, Anne-Marie, qu'est-ce qu'on fait? On va sur le site cliniquerenversante.com. Sinon, vous pouvez me rejoindre sur Facebook. Là, vous allez sur Clinique Renversante. Alors, je pense que vous allez être capable de me rejoindre. Je fais régulièrement des programmes. Une fois qu'un programme termine, j'en refais d'autres. Donc, je vous invite à m'écrire et de participer à une rencontre d'information pour que je vous explique c'est quoi le programme, si jamais ça vous intéresse, de végétaliser votre alimentation de façon optimale. Hein? Le mot optimal est important. Important. Puis, je sais par le bouche à oreille combien ces 9 semaines de formation sont appréciées au Québec. Alors, merci Anne-Marie. Merci à tout le monde qui avait participé à ce webinaire ce midi et on se dit à bientôt.